Ce qui ressort aussi de cette analyse, c'est l'absence d'échantillons d'Arabes du Golfe. On sait que les Arabes du Golfe sont très friands en matière de génétique, qu'ils ont de très nombreux résultats sur ces sites, que je vous montre et pourtant, on voit bien qu'aucun d'eux ne semble avoir de concordance, patrilinéaire, paternelle avec les Palestiniens. Donc, cela traduit on voit bien que les échantillons que nous avons, dont nous avons pu trouver des affinités avec les Palestiniens, eh bien, c'est surtout des échantillons de Syrie, et du Liban et de manière assez, ancienne. On voit bien que les âges sont assez éloignés. Alors, donc la conclusion est évidente, hein, les Palestiniens descendent Mmh, très majoritairement de populations bien établies en Palestine depuis des siècles, voire même des millénaires et d'ailleurs, pour revenir à la conclusion de, monsieur Béard qu'on peut voir ici, il écrit que les, Palestiniens et les, Saoudiens, ont absolument ou exactement le même profil génétique, mais notre étude démontre très bien le contraire, mais bien au-delà. Ce sont même ces propres échantillons que j'ai sélectionnés ici, que nous retrouvons à gauche, qui démentent complètement son affirmation ses affirmations. Donc la question aussi qui se pose, quel est le but de de conclure ou d'avoir des conclusions que les propres résultats contredisent. Bien sûr, ces échantillons ont été sélectionnés de manière à faire, à faire croire que les Palestiniens avaient une forte composante, étrangère et ne s'y étaient installés que récemment. Mais au-delà même de cette idée-là, ses propres échantillons contredisent sa conclusion. Selon ses propres résultats, les Palestiniens n'ont que 11% et 10,7% de composantes comparables aux Saoudiens. Comment peut-on comment dès lors peut-on conclure que les Palestiniens sont identiques aux Saoudiens? C'est tout à fait, déconcertant. À noter également que l'apport dont je parlais, le substrat commun à tous les Levantins musulmans, existe aussi chez les chrétiens, levantins. Les chrétiens libanais ont également une proportion importante de composantes iraniennes. Elle va parfois à 10%. Donc et même un peu plus parfois. Donc c'est vraiment ce fond iranien est commun à toute cette région-là, des apports qui sont très anciens, qui remontent déjà à l'âge de bronze ou qui sont même postérieurs. Mais en tout cas, c'est réellement un substrat commun à toute cette région-là, que l'on retrouve dans des proportions différentes chez les chrétiens et les musulmans, mais en tout cas qui fait bien partie de, du pool génétique du Levant. Alors, un autre point essentiel, c'est le poids du panarabisme dans la cause palestinienne, hein, par rapport par rapport aux sionistes qui tentent de d'effacer, de délégitimer les prétentions, l'autochtonie des Palestiniens, eh bien, il semblerait que le panarabisme ait eu une faiblesse. Il est vrai que les Arabes ont été en quelque sorte des alliés, en tout cas, même si les motivations n'étaient pas toujours évidentes. Mais en 48, par exemple, lorsque les sionistes grignotaient des territoires qui leur avaient pas été qui avaient été plutôt proposés à l'État palestinien en 48, hein, lorsque les sionistes ont attaqué, par exemple, Jaffa, avant même que les Arabes n'attaquent, ou alors la Galilée. Il est vrai que les sionistes ont été confrontés effectivement à une résistance arabe. Il y a aussi le problème des réfugiés. On sait que les réfugiés palestiniens abondent en Syrie, au Liban, en Jordanie, voire au-delà. Mais le panarabisme a également été une faiblesse dans le cas des Palestiniens, dans le sens où la revendication, le fait de se dire arabe a permis aux sionistes de cultiver cette assertion. Et donc, vous êtes arabe, eh bien, il y a d'autres pays arabes, que faites-vous ici? Les Palestiniens auraient gagné à mettre en avant leur réel substrat, c'est-à-dire ce substrat notamment araméen
dans la langue qui est parlée par les Palestiniens, notamment on voit bien dans la toponymie, on a des kfar partout, kfar signifie village en araméen. On a aussi des mots dans l'arabe palestinien qui dérivent de l'araméen, comme le mot nator qui veut dire gardien, de la même famille que les Neturi Karta. Donc cette revendication panarabiste palestinienne a également été cultivée par les sionistes, qui d'ailleurs parlent des Palestiniens le plus souvent, les désignent plutôt comme étant Ravim plutôt que Palestinaim. Donc il y a cette idée-là qui s'inscrit plus globalement dans une volonté d'effacer l'identité palestinienne, de détruire l'identité palestinienne, y compris chez les sionistes de gauche, hein. Aujourd'hui, on nous parle de sionistes de gauche ou de droite. C'est Golda Meir qui a dit que les Palestiniens n'existent pas. C'est Rabin qui a poursuivi, sinon accéléré la colonisation pendant les accords de Madrid, des accords d'Oslo. Ce sont également les sionistes de gauche qui ont fait le nettoyage ethnique de 47 à 50. Donc, cette volonté-là d'effacer, de délégitimer la présence ou l'existence même des Palestiniens est une constante chez les sionistes, et cela passe par plusieurs biais, comme on a pu le voir. Une autre particularité de la Palestine, c'est le côté, et qui traduit cet ancrage en Terre Sainte, c'est euh, ce syncrétisme religieux, on va dire, tel qu'il y est pratiqué. Alors bien entendu, on sait que l'islam s'inscrit dans la continuité du judaïsme et du christianisme, bien sûr, mais il existe une spécificité palestinienne. Les prophètes bibliques, qui sont pour la plupart également coraniques, sont des saints. Ils sont célébrés en Palestine comme les saints sont célébrés au Maghreb, mais des saints qui ne sont pas des prophètes dans le cas du Maghreb. Il y a notamment le caveau des patriarches, à Khalil, Khalil étant le nom arabe de Hébron, Khalil étant Abraham, étant l'ami de Dieu, Abraham, Khalil signifiant l'ami en arabe. On a également Nabi Moussa, la tombe du prophète Moïse, hein, qui est célébrée en Palestine au moins depuis le XVe siècle, et dont le Mausim, la célébration, correspond à la Pâque orthodoxe. Nabi Younous, Jonas, on a également la citerne de Joseph, qui est conjointement vénérée par les Samaritains, les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Sur l'image de droite, justement, on a c'est la tombe, c'est le mausolée de Nabi Youssouf, Joseph. Ce qui est très intéressant aussi, c'est une certaine singularité. Alors, il me semble, hein, je peux me tromper, que Nabi Rubin et Nabi Samuel ne figurent pas, en tout cas, non, ils ne figurent pas dans le Coran, qu'ils figurent dans certains hadiths, c'est possible, mais toujours est-il que dans l'imaginaire musulman, ils ne sont globalement pas connus, contrairement aux autres. En revanche, en Palestine, Nabi Rubin et Nabi Samuel, hein, Ruben et Samuel, font également l'objet de visites, de pèlerinages en Palestine. Ce sont des saints qui sont fêtés à l'instar des autres. Une autre particularité, il existe dans le Coran deux prophètes qui sont proprement arabes, dont Saleh et Nabi Saleh est fêté et célébré en Palestine. Donc euh, on a ajouté, on va dire, on a inclus la célébration d'un prophète arabe dans cet océan de prophètes biblico-coraniques. D'ailleurs, la désignation de la Terre Sainte, hein, est le Mardis, de la sainteté depuis très longtemps, hein. On connaît notamment ce voyageur, ce géographe né à Jérusalem, Al-Mardisi, né au Xe siècle. Et alors le sionisme, ce qui serait intéressant de, de souligner, c'est que si le sionisme avait été un mouvement proprement culturel, religieux, même il aurait certainement été intéressé par ce syncrétisme, par cet islam palestinien, cette singularité de l'islam palestinien. Mais c'est tout le contraire qui s'est passé. On a eu des interdictions de pèlerinage, notamment dans ces espaces-là, et aussi une redécouverte, c'est-à-dire que beaucoup de traditions musulmanes qui plongent certainement dans une antiquité très vénérable, hein, qui remonte vraisemblablement à une époque très reculée, eh bien, ont été redécouverts par les sionistes. On s'est réapproprié certains lieux
qui n'existaient pas dans la tradition juive, hein. On ignorait où étaient enterrés ces prophètes-là. On a emprunté cette tradition aux musulmans, et puis, dans certains cas, il y a eu également eu l'interdiction de prier dans ces lieux-là. Et Joseph Massada, un chercheur palestinien, jordanien d'origine palestinienne, écrit que le sionisme a en réalité empêché les Palestiniens de revendiquer ce passé-là, ce passé pré-islamique. Le panarabisme a joué, mais c'est également les sionismes qui l'ont contrecarré. Les Égyptiens revendiquent bien leur héritage pré-islamique. Les Libanais parlent aussi de cet héritage phénicien. En Syrie, on fait de même pour ce qui est des antiquités syriennes. Mais en Palestine, les Arabes trouvent la porte fermée, boulonnée en raison du sionisme. Alors, sur cette carte, on peut voir Nabi Youssouf, hein, le prophète Youssouf, et puis ici, le puits de Jacob, de Yacoub. Nabi Yusha à Josué, dans le nord de la Palestine, hein, pas très loin du Liban actuel. Nabi Rubin, actuellement, qui est dans un sale état de conservation, qui se trouve, il me semble, hein, pas loin de Lida, donc à Lod, en Israël actuel. On voit bien que le minaret n'a pas été... il me semble même qu'il a été détruit, démoli dans les années 80. Et très intéressant, c'est Qabr Rahil. Rahil étant Rachel, la mère de Youssef, et on a des témoignages de voyageurs occidentaux dès le XVIe siècle oui, qui font état de culte de cette sainte-là par les musulmans et les chrétiens locaux, et que les juifs allaient plus tard se réapproprier. À droite, on voit bien la Sébilé, la fontaine construite par les Ottomans, il me semble, au XVIe siècle. Donc c'est une sainte ici, et les saintes existent aussi dans le reste du monde musulman, mais c'est très intéressant ici, c'est qu'il s'agit de la femme du patriarche Jacob. Nabi Yahya, alors là c'est intéressant parce que c'est le Nouveau Testament, donc qui n'est pas commun avec les Juifs, mais que seuls musulmans et chrétiens partagent. Yahya, c'est Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, qui l'a baptisé dans les rives du Jourdain. Alors, cette assertion, selon laquelle les Palestiniens n'existeraient pas, eh bien, elle est à prendre avec des pincettes. C'est-à-dire que les premières occurrences de Philastin, Biladouna, notre pays, la Palestine, apparaissent dès le XIXe siècle, dès la fin du XIXe siècle. Ces occurrences se généralisent à partir de 1898, on le voit bien dans les textes de Khalil Baidas, un chrétien palestinien, qui ne parle que de Philastin. Les associations palestiniennes à Chicago, dès le début du XXe, ne vont parler que de Philastin, et on verra des revues dont le nom sera Philastin, dès le début du XXe. On a, à partir de 1913, et exclusivement à partir de 1918, les comités islamo-chrétiens de Palestine qui vont parler de Philastin, qui vont se définir en tant que Palestiniens, c'est leur identité qui va au-delà du clivage confessionnel. Alors le nationalisme les germes du nationalisme est apparu à la fin de l'ère ottomane, mais il a été renforcé bien sûr par la lutte commune entre chrétiens et musulmans contre le sionisme. Alors on sait bien qu'à la fin de l'Empire ottoman, la Palestine faisait partie de la Grande Syrie, de la province ottomane de Syrie, avec notamment des sanjaks différents, dont le sanjak de Jérusalem. Les sionistes rappellent des fois qu'il n'y avait pas d'État en Palestine, c'est tout à fait vrai, mais l'existence d'une entité politique indépendante est une fausse question. Albert Memmi aime bien jouer sur ces mots. On nous dit aujourd'hui que les Palestiniens ont une revendication. Eh bien, pendant 2000 ans, les Juifs n'en ont pas eu non plus. Donc c'est un faux problème. Et si État il devait y avoir, j'ai envie de dire, ce serait plutôt un État qui s'inscrirait dans un continuum culturel levantin. Qui irait justement de Jordanie au Liban à la Syrie. Donc le problème n'est pas tant l'existence d'un État ou pas. Et beaucoup d'États ont vu le jour au XXe siècle, et ce n'est pas pour autant qu'ils sont illégitimes. Mais c'est vraiment cette partie, ce côté
enfin, l'État d'Israël a vraiment brisé un continuum régional, culturel qui existait. Le problème aussi, c'est que on parle parfois de deux nationalismes qui s'affrontent, un nationalisme arabe palestinien, un nationalisme sioniste, mais pour les Palestiniens, le problème est moins celui d'un nationalisme que celui d'un nettoyage ethnique. C'est-à-dire que même les paysans palestiniens qui n'étaient pas forcément engagés dans cette lutte coloniale, eh bien, ont vu leur vie basculer avec les expulsions, avec les spoliations. Donc il s'agit aussi de réalités pragmatiques. Et les sionistes, bien sûr, ont toujours eu tendance à contourner, à esquiver cette conscience nationale palestinienne. Pourtant, on en parle très tôt, hein, dans la littérature sioniste. Jamais souhaité d'État palestinien, bien sûr. Les frontières n'ont jamais été fixées. On sait que Ben Gurion, notamment, avait dit que les frontières de la partition étaient provisoires et que rien ne les engageait, enfin rien ne le, il n'était pas du tout engagé à les respecter. Begin, dans les années 50, aura un discours à la Knesset qui parlera de guerre qu'on devra provoquer pour étendre les territoires actuels. Et on sait aussi que Golda Meir avait rencontré dès la fin des années 30 le roi de Jordanie pour contrecarrer, pour empêcher l'aboutissement d'un État palestinien. Elle lui proposait de se partager en fait ce gâteau palestinien pour couper court à cette menace nationaliste locale. Donc on est conscient qu'il y a une réalité locale, on est conscient qu'il y a l'émergence d'un nationalisme palestinien, mais on le contourne, on l'évite et on essaie de lui retirer toute légitimité. Et pourtant, le paradoxe, hein, on parle d'une conscience palestinienne récente, hein, certes, soit, mais qu'en est-il des Juifs? Parce qu'on sait que même en 70, c'est-à-dire au moment de l'exil, de la déportation, de l'exil, de l'exode présumé des Juifs, eh bien, cette province-là avait perdu toute légitimité, toute souveraineté, pardon. On sait même que c'était une province romaine, qu'une partie de la population avait adopté les us et coutumes romaines. Le royaume d'Israël dont on nous parle, eh bien, a cessé d'exister il y a 27 millénaires. Et il n'a certainement pas eu l'importance qu'on lui attribue dans la Bible. Et depuis, il y a eu différentes dominations, hein, la domination grecque, la domination romaine, la période persane, la période byzantine, la période mamelouk. Donc, voilà, on ne saurait le résumer qu'un royaume biblique qui a existé pendant une fausse période historique. Et puis, comme je le disais, bon, si un État devait émerger dans la région, ce serait plutôt la continuité immédiate, continuité immédiate, hein, de cette sphère levantine arabophone, avec un substrat araméen, avec ses plats communs, ses danses communes comme la dabké. C'est en tout cas beaucoup plus cohérent que des communautés issues des quatre coins du globe qui sont extrêmement diverses dans leur culture, qui ne parlent même pas la même langue, qui ne partagent même pas la même culture, qui se regroupent et qui forment un État. Tandis que les Palestiniens sont quand même des populations, en comparaison, quasi similaires, hein. Et justement, la légitimité sioniste s'alimente ou s'appuie, se base sur ce besoin de négation des Palestiniens. La terre était vide, les Palestiniens sont des immigrés qui viennent d'arriver, ils n'existent pas. Et comme le résume très bien la capture d'écran en bas à droite, selon l'idéologie sioniste, il y a un néant historique jusqu'à l'occupation de la Palestine par les Hébreux au temps biblique. Ensuite, un, il y a l'histoire des Hébreux en Palestine, jusqu'à la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. Un néant historique à nouveau de 70 après Jésus-Christ jusqu'à la création de l'État d'Israël. Et puis, l'État d'Israël depuis 1948. Ça résume exactement la situation du sionisme. Et pourtant, on le voit bien, la domination juive de Jérusalem a été en comparaison, comparativement à d'autres dominations, beaucoup plus faible, hein. C'est sans commune mesure. Et on parle pourtant on a pourtant une échelle de 4000 ans.
Cette négation, des Palestiniens, avant de conclure, j'aimerais, conclure sur cette lettre, hein, d'un soldat qui a participé à l'expulsion des Palestiniens en 1948. Il voit il, écrit, une lettre, hein, en 1960. Il parcourt le pays, c'est-à-dire ce qu'est devenu Israël, et il voit qu'il y a énormément de villages arabes ruinés. Et il se dit, ben, on nous a toujours appris que nous avons gagné parce que nous aimions cette terre et qu'elle était à nous et pas aux Arabes. Mais quand je marche et que je vois toutes ces montagnes avec ces terrasses, je vois que c'est un mensonge. Des centaines d'années de travail, de culture en terrasse, existent. C'est incroyable. Il n'y a même pas 50 mètres sans culture en terrasse, et il y a énormément de caroubiers. Les gens avaient l'habitude de vivre dans ces ruines. Peut-être qu'ils aimaient comme nous, et qu'ils détestaient comme nous. Et maintenant, Dieu seul sait où ils sont.